Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Qu'il y a en fait un sens à l'évolution de l'humanité. Que nous évoluons pas de façon insensée. Voilà, qu'il y a une sorte de but, une finalité à l'évolution de l'humanité. Voilà. Alors, indépendamment de l'évolution de l'univers, de l'évolution du vivant, etc., etc. Enfin, indépendamment, non. Mais disons que je veux préciser, je m'intéresse essentiellement à l'évolution de l'humanité dans cette réflexion, dans ce travail. Alors, cette théorie est née il y a 24 ans maintenant, en fin 1999. Elle est née d'une phrase toute simple que j'ai imaginée comme ça, qui m'est venue à l'esprit. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Voilà. Et à partir de là, elle m'a tellement interrogé, cette phrase. Je ne m'intéressais pas du tout à ça, c'était pas ma préoccupation, disons, mais sans doute en sourdine, il y avait cette interrogation, c'est sûr, qui devait travailler mon esprit. Et donc à partir du moment où j'ai imaginé cette phrase, je me suis mis à la décortiquer, à en décortiquer le sens, à essayer de démontrer, d'éclairer cette vision, on va dire. Et je me rendais compte que tout rentrait, que tout calait, que tout allait dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est parce que je voulais faire rentrer tout dans ce système, comme de nombreux philosophes finalement, où c'était vrai, voilà. Alors aujourd'hui, avec après 24 ans ou 25 ans de réflexion, c'est ce qui restait absolument sûr, c'est que cette idée n'a pas bougé d'un iota, quoi. Je suis toujours aussi convaincu. Il n'y a pas quelque chose qui a remis en cause cette façon de penser. Alors, pour démontrer cette théorie, bien souvent, je m'appuie sur des livres que je rencontre au hasard de mes pérégrinations. Par exemple, là, je vais dans un endroit où ils vendent des livres d'occasion. Voilà, de temps en temps, j'achète des livres ou je trouve des livres. Et puis, à partir de ce picorage, je picore simplement, je lis très très peu, j'ai pas une concentration très forte. Mon esprit est plutôt du genre autiste, donc c'est assez compliqué de me concentrer. Je pense que je suis aussi dyslexique, donc voilà, c'est la lecture, je suis pas habitué, c'est très difficile. Mais par contre, j'ai utilisé cette faiblesse, on va dire, ou ce défaut, pour essayer d'en faire une force. Et bon, oui, alors ça donne une réflexion qui est pas très fiable au sens scientifique du terme. Hein. On peut lui reprocher beaucoup de choses, et il faut le faire, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de raison. Mais c'est quelque chose d'atypique. Alors ça a son sens, comme tout. Hein. Voilà, tous les artistes ont des visions atypiques. Si Duchamp n'avait pas imaginé en passant devant
un magasin de plomberie qu'un urinoir ça pouvait devenir une œuvre d'art, eh ben ça serait il n'aurait pas bouleversé le siècle, cette œuvre n'aurait pas bouleversé le siècle comme il l'a fait au XXe siècle. Voilà, donc ce côté atypique, il faut aussi le préserver, et puis il faut lui donner, lui rendre ses actes de noblesse comme tout, quoi, hein, comme le scientifique il mérite tous les éloges pour son travail, mais le dilettante qui cherche aussi, eh ben c'est pareil, il a droit au même respect, voilà. Alors là, je voulais m'appuyer sur une émission de France Culture que j'écoute assez régulièrement le soir. C'est Avec Philosophie, une émission animée par Géraldine Moellman et qui traite de tous les sujets de façon justement bien souvent atypique, on pourrait dire. Voilà, il y a quelque chose d'un peu qui casse un peu les codes du système universitaire, bien que ça soit toujours des universitaires qui sont invités globalement la plupart du temps, même si de temps en temps il y a un petit peu des personnes un peu différentes, mais globalement c'est ça, et ce qui est normal, hein, parce que voilà, un prof de philo s'exprime bien mieux, c'est très cohérent, c'est très limpide, ça n'a rien à voir avec par exemple la façon dont quelqu'un comme moi va s'exprimer sur la philosophie, où c'est tout à fait logique que la parole soit donnée à ces scientifiques, aux universitaires, etc., qui manient très bien l'organisation mentale et la pédagogie, et donc c'est très agréable à entendre, on apprend bien mieux grâce à ces personnes-là. Il faut les remercier d'ailleurs, parce que ce sont souvent des gens qui ne sont pas mis en lumière, ou très peu, et qui font un travail considérable dans la tranquillité, la gentillesse et l'abnégation. Bien souvent, ces profs de philo à la fac ou ailleurs, c'est incroyable quoi, ce qu'ils donnent d'eux-mêmes pour l'humanité. Et rien que ça donne du sens, que l'humanité a un sens, que l'humanité, voilà, on ne travaille pas pour les générations qui viennent comme ça pour rien du tout, parce que s'il n'y avait pas de sens, si on était persuadé qu'il n'y avait pas de sens, eh ben on se contenterait de jouir de la vie, de rien foutre, de prendre du plaisir, et en disant après moi le déluge, bien que cette idée soit remise un peu en scène depuis le néolibéralisme. Alors, cette émission que je voulais un peu critiquer, parce que c'est un peu ça souvent, des fois je suis tout à fait d'accord avec ce qui se passe, mais des fois je suis un peu révolté. Et là, c'était l'émission qui disait les voyages, mais pourquoi faire en fait, les voyages des intellectuels au siècle dernier, qui ont voyagé en Russie, en URSS, hein, qui venaient après la Révolution, et puis en Allemagne à partir du nazisme. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces intellectuels qui sont allés là-bas? Alors, une grande partie consacrée à Sartre et à la Russie, à l'URSS, donc au communisme, etc. Et à la façon dont ils sont un peu aveugles vis-à-vis de ce qui se passait là-bas. Alors, pour moi, l'émission était un peu à charge, était plutôt
on va dire, anticommuniste qu'anti-Allemagne ou anti-nazisme, en somme. C'était, voilà, ça c'est une vision un peu globale. Hein. Peut-être elle est contestable parce que j'ai écouté cette émission de la même manière, un peu en picorant, en écoutant 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, et donc c'est pas très cohérent ce que j'ai. C'est pas une analyse, c'est comme ça un sentiment, une sensation. Et la sensation, c'est que on était plutôt à charge contre le communisme et plutôt négligent vis-à-vis des intellectuels qui sont allés se balader en Allemagne nazie. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, Jean-Paul Sartre a sciemment, on pourrait dire, négligé de regarder ce qui se passait vraiment en Russie, même si on l'a mis un peu dans le vent, même si on l'a utilisé, même si, etc., etc. Mais clairement, il n'a pas voulu voir, ça c'est certain, et un moment de l'interview, une des intervenantes le dit, et elle a raison, c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'est pas vu dans cette émission, c'est en fait l'influence de l'Occident sur l'enfermement communiste. Parce que le communisme s'est pas enfermé comme ça de lui-même, tout simplement. Alors oui, c'est certain qu'il y avait une base paranoïaque parce que les nouveaux dominants qui se sont imposés là, ils étaient issus du prolétariat plus ou moins, et la dictature du prolétariat, c'est pas des chefs naturels, on va dire, c'est pas des élites naturelles comme les élites en démocratie qui passent par les grandes écoles, etc. Donc qui sont rompus qui ont du recul sur la politique, qui ont une autre façon de voir. Et quand c'est un chef d'État qui s'impose un système politique qui s'impose à partir de la masse, ça donne très souvent ce genre de paranoïa ou ce genre de dictature, quoi. On le voit partout où c'est le prolétariat qui a pris le pouvoir. C'est très rare que ça se passe très bien, justement à cause de ça, parce qu'il leur manque quelque chose de technique en fait. Mais surtout là, on ne voit pas l'influence du capitalisme dans l'enfermement du communisme, parce que ils voulaient, le capitalisme ne pouvait pas supporter l'idée que les ouvriers prennent le pouvoir, qu'on donne tant de choses au monde ouvrier. C'est le capitalisme, c'est les patrons, c'est le patronat. Et même si c'est l'oligarchie qui domine aujourd'hui la démocratie, c'est pas un système démocratique, c'est le patronat qui domine. Hein. Il n'y a pas de mystère. Et le patronat, sa hantise, c'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. C'est pas, il n'a pas de, et on le voit actuellement, on est exactement dans le même cas de figure que les années 20, c'est-à-dire que le patronat soutient l'extrême droite, les extrêmes droites en Europe ou en Amérique, ou voilà, et s'attaque clairement contre la gauche, quoi. Voilà, il y a un désir de détruire la gauche et ses valeurs et son combat pour la justice sociale, pour l'évolution des droits sociaux, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui révolte le patronat. Et on le voit, dès qu'il a pris le pouvoir, ce qu'il a fait à partir des années 80, dès que le capitalisme a pris le pouvoir, il a écarté complètement les valeurs
communiste, les valeurs sociales, etc. Il a commencé à vendanger tous les acquis sociaux. Et depuis 40 ans, c'est ce qui fait qu'on est dans un monde complètement hallucinant, quoi, de recul majeur au niveau social. C'est dingue. Et donc, on s'en est pas rendu compte parce que c'était des vols progressifs, quoi. Hein. C'est comme quelqu'un qui vous enlève chaque fois 1% de votre bien et qui grignote sans que vous en rendiez compte. Et puis 10 ans après, il en a enlevé 80%, quoi. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc là, et donc ce que je veux dire, c'est que Jean-Paul Sartre ne pouvait pas ne pas aller dans l'excès inverse. Et moi, je le ressens de la même manière. Aujourd'hui, il y a un tel anticommunisme qui est posé, quand on dit l'islamo-gauchiste, voilà, enfin, le fait que la droite soit en roue libre sur CNews, BFM, etc., c'est hallucinant quand on les écoute, c'est un meurtre en direct, quoi. Leur seul but, c'est de tuer la gauche. Et c'est dingue comment c'est ressenti. Dès qu'on est un peu sensible, on se rend compte de ce truc-là. Et donc, quand on a une sensibilité, on pourrait dire, sociale de la vie, eh ben, on est obligé d'aller à l'excès inverse, c'est-à-dire de défendre corps et bec et ongles cette gauche et cette extrême gauche, même si il y a des choses qui nous révoltent, parce que moi je suis révolté par la façon dont parle Jean-Luc Mélenchon, ou voilà, c'est alors qu'il a des propos vraiment bien, mais la façon de les exprimer, la façon de se comporter, c'est hallucinant, quoi. Et c'est un truc, c'est un repoussoir, c'est dingue. Et en plus qu'il ne veuille pas changer d'attitude, qu'il n'arrive pas à l'entendre et à voir que c'est une catastrophe pour la gauche même. Bon, bref. Mais en même temps, ça pousse, ça nous oblige à aller vers un sens inverse. Et je pense que Sartre, il a été un peu contraint d'aller dans ce sens inverse parce qu'il était intelligent. Donc, il aurait pu reconnaître, et d'ailleurs, ça aurait été plus logique qu'il le reconnaisse, parce que, mine de rien, bon, moi, même si je fais l'éloge de certains pans du communisme, j'éclaire directement tout ce qui est négatif dans le communisme. Et voilà, c'est pas des choses que j'ai envie de passer sous silence. Et quand j'essaye de montrer l'impact, l'implication de l'Occident sur l'enfermement qui est en train de recommencer la Russie, par exemple, et donc c'est l'Occident qui a poussé la Russie à repartir dans une dictature, je n'oublie pas que la Russie, que Poutine a sa part de responsabilité dans cette chose-là, voilà, qu'il y avait d'autres moyens de gérer la perversion de l'Occident qui est là, hein, qu'on est obligé de regarder en face. Mais voilà, on peut voir les deux côtés. Mais évidemment, il y a cet excès, quoi, qui est là. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais. Oh, il va pas pouvoir sortir là, mais bon. Bon, on va faire autre chose. On va faire comme ça, tiens. On va aller par là. Voilà. Et donc, on reprendra cette discussion un peu plus tard. Merci de votre écoute. À très bientôt.